Bonjour à toutes et à tous. Ce podcast présente Denis Diderot, qui est sans doute l'une des figures les plus représentatives du siècle des Lumières. Écrivain, philosophe et encyclopédiste français des Lumières, à la fois romancier, dramaturge, conteur, essayiste, dialoguiste, critique d'art, critique littéraire et traducteur. La lettre sur les aveugles est une œuvre emblématique des Lumières. Son auteur, Denis Diderot, fait mine d'aborder un sujet purement scientifique pour en réalité critiquer l'absolutisme des valeurs morales. Il exerce sa liberté jusque dans la forme du texte et finit au cachot pour avoir osé l'écrire. Matérialiste, critique de la religion, Diderot se passionne pour la science et les progrès techniques et affirme que la connaissance ne répond qu'à un seul critère, l'expérience, quelle qu'elle soit, celle des aveugles par exemple. À partir de la perception des non-voyants, le co-auteur de l'encyclopédie élabore une remise en cause radicale de l'existence de Dieu et de l'absolutisme, s'inscrivant dans la révolution à venir. « 103 jours de prison. C'est ce que valurent à Denis Diderot les quelques feuillets de sa lettre sur les aveugles. Lorsque les deux officiers de police chargés d'emmener le philosophe à la prison de Vincennes frappent à sa porte le 24 juillet 1749, un peu plus d'un mois après la publication de la lettre, le sieur Diderot, comme orthographié alors dans son ordre d'arrestation, n'est même pas encore une célébrité. Encouragé par sa maîtresse influente, Madeleine de Puisieux, il a publié des pensées philosophiques en 1746 et un roman grivois, Les bijoux indiscrets en 1748, dans lequel les clitoris de plusieurs femmes livrent leurs secrets sous l'action d'un anneau magique. Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient est un essai de Denis Diderot qui a été publié en 1749. Rédigé sous forme de lettre à une amie, avec l'ajout d'une addition à celle-ci, cet essai de Diderot évoque tout d'abord le résultat d'une opération où des scientifiques étaient invités. Un aveugle de naissance devait être opéré de la cataracte afin de recouvrer la vue. Cependant, à la suite de cet acte, les scientifiques présents ont rapidement deviné que l'aveugle avait déjà vu avant l'opération. Cette supercherie amène Diderot à se pencher sur la perception des aveugles. Il se pose des questions métaphysiques auxquelles il essaie de répondre, cherchant à comprendre le mécanisme des idées, de la pensée et de la représentation chez les aveugles. De ces constatations, il déduit des théories variées, parfois métaphoriques. L'une d'entre elles témoigne de son athéisme et cette argumentation le mènera à la prison, sa remise en cause de la réalité perçue lui ayant valu les foudres des milieux religieux, alors très influents. Dans la lettre sur les aveugles, Diderot refuse la rigidité du traité philosophique. Pour aborder la question de la théorie de la connaissance sensible, il choisit le dispositif épistolaire, dont la souplesse générique est un remarquable embrayeur de pensée, ouvert à une pluralité de thèses. Un dispositif qui épouse au plus près l'actualité scientifique du temps et privilégie la valeur heuristique du récit de cas. Diderot prend soin d'ailleurs de préciser que nulle invention ne préside à la description des aveugles-nés. En se prémunissant de tout soupçon de falsification, il entend donner à son ouvrage une légitimité sur le plan philosophique. Mais on ne saurait prendre Diderot à la lettre, car celui-ci opère, s'agissant de Sanderson, un déplacement pour le moins inattendu dans le champ fictionnel. En effet, à la description serrée des composantes de la table arithmétique, succède un dialogue philosophique construit de toutes pièces, qui met en scène Sanderson et un pasteur nommé Holmes. L'intention est d'abord et avant tout polémique. Comme l'a souvent souligné la critique moderne, il s'agit ici de battre en brèche le finalisme chrétien, lui-même fondé sur la téléologie aristotélicienne.
Si le don de la vue est destiné par une cause supérieure à la contemplation du monde créé, la cécité n'a aucune raison d'être. Or, elle existe. Il est dès lors impensable d'envisager qu'un Dieu omnipotent et omniscient a privé certains hommes du spectacle de la nature et donc de la création. Quelle honte pour des gens qui n'ont pas de meilleure raison que le pasteur Holmes, qui voit, et à qui le spectacle étonnant de la nature annonce depuis le lever du soleil jusqu'au coucher des moindres étoiles l'existence et la gloire de son auteur. Dans la lettre sur les aveugles, le travail de mise en fiction commence là où s'arrête la biographie du savant anglais, un procédé fréquemment à l'œuvre dans l'écriture de Diderot, laquelle privilégie la distorsion d'une source première et exploite ses possibles narratifs. Ainsi, lorsque la biographie de Sanderson indique que ce dernier possède une capacité rare à s'aventurer dans les labyrinthes secrets de la nature, Diderot ne manque pas l'occasion de faire du savant anglais le porte-parole d'une conception matérialiste des êtres créés. La vision de Sanderson épouse en effet les grandes lignes de la tradition épicuriste. La nature est incréée, le hasard produit des êtres de toute nature, il y a un désordre ordonné, car obéissant à une logique propre, celui des variations infinies de la nature, comme en témoigne l'existence des monstres. Si l'univers dans son entier est soumis à une instabilité que nous ne percevons que ponctuellement, il est inutile de penser qu'il a été créé par une instance supérieure. L'univers ne peut donc s'offrir à nous dans sa totalité. Ce que nous prenons pour l'histoire de la nature n'est que l'histoire très incomplète d'un instant, lit-on dans les Pensées sur l'interprétation de la nature de 1753. Diderot fait du monde sensible un arrangement momentané contre l'idée d'une absolutisation mathématique de l'espace et du temps, distincte du temps relatif aux sensations, telle que la définissait la pensée d'Isaac Newton. Le temps absolu, vrai et mathématique, sans relation à rien d'extérieur, coule uniformément et s'appelle durée. C'est donc une illusion anthropocentrée de penser qu'il existe un ordre naturel destiné à faire naître par les sens l'idée de Dieu. L'orgueil démesuré de l'homme n'a d'égal que la faiblesse de sa raison et de son entendement. L'originalité de Diderot tient en réalité dans la mise en œuvre d'une expérience de pensée. En effet, c'est une fiction hypothétique qui est proposée et qui n'est pas sans rappeler les audaces de Descartes dans la 5e partie du discours de la méthode de 1636. La vision de Sanderson est d'emblée présentée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une pure construction de l'imagination. Je vous le cède sur l'état actuel de l'univers pour obtenir de vous en revanche la liberté de penser ce qu'il me plaira, de son ancien et premier état sur lequel vous n'êtes pas moins aveugle que moi. Vous n'avez point ici de témoin à m'opposer, et vos yeux ne vous sont d'aucune ressource. Imaginez donc, si vous voulez, que l'ordre qui vous frappe a toujours subsisté, mais laissez-moi croire qu'il n'en est rien, et que si nous remontions à la naissance des choses et des temps, et que nous sentissions la matière se mouvoir et le chaos se débrouiller, nous rencontrerions une multitude d'êtres informes, pour quelques êtres bien organisés. Après avoir rapproché l'existence de Sanderson de celle des mathématiciens aveugles de l'Antiquité, Diderot se réfère à la figure de l'oracle aveugle Tirésias, évoqué dans le Ménon de Platon et l'Oedipe-roi de Sophocle. Sanderson incarne le poète Vat, doué d'un don de dévoilement quasi métaphysique. Dans cette perspective, l'exercice de la connaissance n'est plus tributaire de la vue des objets rapprochés. Il se trouve lié au possible que génèrent les états paroxystiques de conscience, eux-mêmes relayés par une puissante poétique du sujet. J'aurais moins de confiance dans les réponses d'une personne qui voit pour la première fois
que dans les découvertes d'un philosophe qui aurait bien médité son sujet dans l'obscurité. Ou, pour vous parler le langage des poètes, qui se seraient crevé les yeux pour connaître comment se fait la vision. En arpentant ainsi les territoires de la pure spéculation au détriment de toute visée démonstrative, Diderot opère un renversement dont la portée épistémologique est considérable. Lorsqu'il fait état de l'expérience sensorielle la plus individualisée, seul l'homme de génie peut y prétendre, il paraît en effet invalider la finalité même de toute démarche empirique. Il assoit un savoir purement conjectural qui est enfermé dans la seule conscience du sujet percevant, interdisant de fait toute traduction sensorielle du monde naturel. L'élaboration poétique de la vision de Sanderson constitue à cet égard le pendant exactement inversé de la primauté du témoignage et du récit de cas. Cette cosmologie matérialiste n'a aucune valeur de généralisation. Le sujet percevant n'est identique qu'à lui-même. Le pouvoir de comparaison qui caractérisait le récit de cas est réduit à néant. On pourrait parler d'un sujet quasi désindividualisé, dans la mesure où celui-ci n'est que l'aboutissement d'une longue chaîne intertextuelle. Dans cette perspective, la vision de Sanderson pourrait être lue comme une réponse poétique à l'impossibilité pratique de remonter aux causes de toute connaissance sensible. Diderot privilégie de fait une approche poétique de la philosophie, dont le potentiel heuristique est plus puissant, car ouvert à l'infinité des possibles. C'est une manière de revenir à une science première, certes soumise à d'incessants décentrements, mais que seule la doctrine de l'inspiration, dans sa déraison résonante, est à même de recouvrer. Dans tous les cas, l'écriture de la philosophie est un espace de création et d'invention. Elle constitue un conglomérat de formes littéraires qui garantissent sa marche en avant et lui assignent un pouvoir illimité dans l'exploration de la nature. Quelques mots pour conclure. Dans la lettre sur les aveugles, la question de l'empirisme de la Genèse est inscrite dans un paysage philosophique pluriel. Procédant par écho et reprise, la pensée de Diderot se montre assertive lorsqu'elle entend combattre les grandes charpentes métaphysiques et les discours qui les sous-tendent. Mais elle se montre plus prospective lorsqu'elle dépasse les présupposés empiristes en faisant la part belle au pouvoir heuristique de la fiction. Diderot concilie ainsi prudence sceptique, recherche philosophique et imagination littéraire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.